Cinéma sur écoute, la fabrique de sons qui fait entendre les salles de cinéma en Europe. Cinéma sur écoute. Le Café des Images, c'est un cinéma innovant, un tiers-lieu solidaire et un restaurant durable. C'est un lieu d'effervescence créative, sensible aux enjeux de son époque, ouvert sur le monde et ancré dans son territoire. Au cœur d'une ville jeune, populaire, multiculturelle, les paroles qui résonnent ici sont faites de voix, d'accents, de langues plurielles. Dans ce cinéma-monde, la salle respire profondément avec la société autour. Je suis Élise Mignot. Ma première vie professionnelle, elle s'est tissée très loin d'ici, sous d'autres latitudes. Aujourd'hui, je dirige le Café des Images à Hérouville-Saint-Clair. Ce lieu, cette ville, c'est la garantie de croiser le monde entier au coin de la rue. Épisode après épisode, avec l'équipe du café, nous vous emmenons à la rencontre des personnes qui ont déplacé nos regards. Pour une première immersion au Café des Images, j'ai invité Solange Souza da Silva à nous faire entendre le monde qui est le sien. Femme multiple, née au Brésil, je l'ai rencontrée dans l'énergie du squat du Marais, qui a été expulsé en 2019. Solange s'est beaucoup impliquée dans la vie de cette oasis d'hospitalité, à la fois alternative et culturelle au cœur de Caen. Des cinémas-rés à l'école nomade, son lien au cinéma évolue. Elle déplace les salles comme elle les investit pour défendre un cinéma engagé. Aujourd'hui, c'est Héloïse Fleury qui la rencontre pour la première fois. Elle lui a donné rendez-vous dans la salle à fleurs. Est-ce que tu peux me raconter la première fois que tu es rentrée dans une salle de cinéma? Waouh, c'était très tard. J'ai grandi sans image. Vraiment, jusqu'à l'âge de 10 ans, j'habitais entre le Brésil et le Paraguay, dans une zone très éloignée. On n'avait pas de télévision, pas d'image. J'ai vu pour la première fois par une fenêtre de chez le voisin une télévision. C'était Michael Jackson, un truc comme ça. C'était un clip. Rien à voir. Mais je suis allée, j'avais 18 ans. Donc c'était à Campo Grande et c'était voilà, dans une salle, une vraie salle de cinéma. Mais moi j'étais plus intéressée par les salles d'art ici que des salles dans un shopping, tout ça. Je savais que, parce que ma mère, quand elle était jeune, elle me parlait beaucoup de cinéma. Elle a dit en fait ici... moi, je suis née pendant la dictature. Elle a dit avant, on avait des salles de cinéma partout. La dictature, ils ont tout détruit. Mais au Brésil, il avait quand même une tradition du cinéma. Mais chaque fois, c'était interdit. Il y avait d'autres intérêts. Et les salles, elles fermaient. Et voilà, donc ma mère, elle me racontait de ces petites salles et elle me faisait rêver avec ça. Et après, je suis partie à la recherche de ce cinéma. Et je retrouve ici, j'adore un Normandie grâce au cinéma. On s'est rencontrés il y a quelques semaines, mais finalement, je connais rien de toi. Je m'appelle Solange Bouffet. Je viens du Brésil. Je suis née dans le centre-est du Brésil. C'est la frontière avec le Paraguay. Je suis née dans un village qui s'appelle Amambai, dans l'état de Mato Grosso do Sul. Voilà, je viens d'une grand-mère guarani. Et puis j'ai toujours vécu dans la forêt, dans le cerrado brésilien. Mon père, il travaillait dans le Pantanal avec le bétail. Et ma mère... elle était plutôt originaire des Guaranis. Et donc je viens d'un mélange assez étrange. Voilà, donc je suis née dans ce village très éloigné. J'ai fait mes études là-bas, mes études de base. Et à l'âge de 18 ans, j'ai décidé de quitter ma petite commune
pour vivre à Campo Grande. Et c'est là-bas que j'ai terminé mes études, mais plutôt dans le tourisme. Et ensuite, je suis partie travailler dans une agence de voyage. J'étais aussi la directrice, très très jeune directrice d'une agence de voyage. Je faisais l'accueil de beaucoup de touristes et tout ça. Et le cinéma, je pense qu'il a commencé de cette initiation dans le tourisme. Il avait beaucoup d'équipes de reportage, parce que c'est une zone très très protégée, avec des rivières transparentes, des poissons et tout ça. Donc il y avait beaucoup d'équipes de cinéma, de télévision aussi, pour faire des documentaires avec les animaux. Et moi, je regardais ces équipes et je trouvais impressionnant toute la production et puis le résultat aussi. Et donc tout ça, ça m'a projeté à m'imaginer aussi à faire ça. À vrai dire, les films avec les animaux, c'était pas trop mon truc. Je sais bien de voir les animaux, mais il arrive un moment qu'on a envie de voir derrière tout ça. Et donc j'ai travaillé à Bonito pendant longtemps. Et après, comme c'était un voyage très touristique, c'est là que j'ai rencontré mon mari. Et du coup, j'ai tout quitté. J'avais 26 ans. J'ai tout quitté pour venir habiter à Paris. Ton mari est français donc? Mon mari est français, normand, né ici à Caen, à côté de Hérouville. Et ici, voilà, donc j'ai déménagé à Paris et quelques mois après, j'ai eu un enfant, Taina, elle s'appelle. Et quand j'ai eu l'enfant, j'ai vu que la vie, elle n'était pas facile en France. J'ai dû arrêter mes études parce que j'ai recommencé à étudier à Paris. Et donc, j'ai fait une pause. Et puis, du coup, je ne trouvais pas de travail. Je n'étais pas à l'aise. J'ai passé un moment difficile à Paris. C'était en 2000. Du coup, j'ai quitté Paris en 2004 pour rentrer au Brésil. Du coup, je ne suis pas rentrée à Bonito ni à Mumbai. J'ai décidé d'habiter à Rio de Janeiro. C'était un lieu plus proche entre deux parce que les zones au Brésil, c'est un très grand pays. Donc pour aller de Rio à Bonito, c'est 1700 km. Donc il faut prendre un avion, une voiture. Et c'est des zones hyper éloignées. Et du coup, j'ai choisi Rio parce que c'était le lien un peu proche de la France, mais à 11 000 km. Et en 2011, j'ai rencontré Takuma Koikuru et j'ai vu le film Les Hyperfemmes pour la première fois. Et j'ai dit, waouh, ce film me donne envie vraiment de travailler dans le cinéma. Et une amie m'a présenté Takuma Koikuru, le réalisateur, un des réalisateurs. Et comme je venais d'acheter un van, un combi 1974, on a écrit ensemble un projet. Et du coup, on est parti en combi à faire les 1700 km de Rio. Et donc, j'ai fait un retour dans mon peuple pour faire des projections de films indigènes avec sa famille, sa femme, ses enfants. Moi aussi avec mes enfants. Et on a fait une troupe de 15 personnes avec une actrice portugaise qui s'appelle Maria Albergaria. Elle faisait des ateliers de théâtre. Moi, comme j'étais à Rio en 10 ans, j'ai fait des ateliers de photographie. Il y en a d'autres qui faisaient des lectures avec les enfants. Mais on est allé surtout pour les ateliers cinéma qui Takuma donnait aux Guarani Kaiowá, les jeunes Guarani Kaiowá. En arrivant là-bas, nous avons fait toute la distribution de flyers. On est allé parler aux radios locales. Et puis, c'est une zone en conflit entre les Indiens et les fermiers.
pour faire passer notre projet, nous avons mélangé des films indiens, notamment As Hypermulheres et Les Hyperfemmes, qui a passé ici au Café des Images, avec d'autres films de western, par exemple. D'accord. Juste pour éviter la censure. Mais chaque fois, comme on n'avait pas beaucoup de contrôle, on passait chaque fois des films indiens. Et c'est comme ça que j'ai fait une immersion dans le cinéma. Le film Itaokwegu, Les Hyperfemmes, comme ça qu'on le dirait en français. Itaokwegu, t'as comment c'est Hyperfemme en langue caribe Kwikuru. D'accord. Et il parle de quoi ce film? Il parle d'une femme qui va bientôt mourir et qui souhaite fêter pour la dernière fois la fête des femmes. C'est quand les femmes elles prennent le pouvoir. Et c'est un rituel qui s'appelle l'Itaokwegu. Les hyperfemmes, et donc elles prennent le pouvoir, elles échangent de place avec les hommes. C'est un rituel magique? Oui, un rituel de transformation. Elles se transforment en hyper-femmes. Elles ont des esprits, des pouvoirs, et puis elles sont devenues hyper puissantes comme les hommes. C'est les hommes qui font tout, et après, ils s'en occupent des enfants, ils font à manger, ils font tout, pendant qu'elles prennent le pouvoir. Et après, les autres femmes aussi des villages à côté sont invitées à danser. C'est un rituel, on va dire, oui, il y a des esprits, d'incorporation, de trance, toutes ces choses-là, de la magie aussi. Après, Takuma, son côté cinéaste, il ne fait pas des films pour garder la culture. Il fait des films pour montrer, il aime bien le public, il aime bien le cinéma et les spectacles en soi. Par contre, il y a le côté magique et sacré, et puis les secrets aussi, c'est qu'ils font des films qui sont vus que entre les Kwikuru, que par les peuples parlant de la même langue. C'est des films montés différemment, et qui sont montés, démontés, remontés. Ils voient ça des centaines de fois. Par exemple, il y a une version hyper allongée de Hypermulheres que moi, je suis incapable de voir parce qu'ils passent plus de 4 heures à voir le même film et à revoir le lendemain et revoir et chaque fois. Et c'est quelque chose de très différent. Donc c'est un film où on voit les gens regarder des films? Il y a de différentes versions du même film. Ok. C'est très magique de voir un film avec eux parce que il y a toute une installation au centre du peuple. C'est un peuple qui vit en cercle, comme ça. Toutes les maisons, elles forment un cercle. Et puis, quand ils installent l'écran, tout le monde vient s'asseoir au centre du village pour voir le film. Et c'est le film du rituel. C'est un nouveau rituel. C'est une mise en abîme même, parce qu'on voit des films après qui filment le film. Donc il y a des films dans les films et on voit le tournage du film. Tout le temps. Ok. Ouais. Et voilà, j'ai fait une couverture, hyper couverture, inspirée de ces films qui n'ont pas de fin. Et comme je travaille, je vois et je revois les choses, parce que c'est
très difficile de comprendre leur façon de voir les choses, leur vision du cinéma. Pour moi, c'est encore quelque chose qui est très, très magique. Et Sur leur manière d'appréhender le cinéma et tu dirais qu'elle est différente de la tienne, justement. c'est un cinéma, il est unique. Il y a une multiplication de cinéma au Brésil entre peuples, et chaque peuple avec toutes ses croyances qu'ils ont. Et chaque peuple a sa particularité, sa spécificité. Ils font chacun un cinéma différent, mais qui se parlent, mais qui ne sont pas pareils. Ah, ça s'appelle une petite bête dans la main. C'est quoi? C'est une petite bête verte? C'est une petite verte, je pense que c'est l'espoir, non? Ah oui, ouais. Vert, c'est l'espoir. Ça me permet de faire une petite transition parce qu'au Café des Images, on pense que le cinéma, c'est un peu magique et que ça apporte aussi un pouvoir de transformation. T'en penses quoi, toi? Est-ce que tu penses que c'est important, justement, de montrer des films comme ça, ici, au Café des Images? Oui, ce film il représente bien cette capacité de ritualiser un peu la vie, de transformer les choses et de se transformer aussi. Et donc ce cinéma que tu défends, que tu as défendu avec ton van, j'ai l'impression que dans ton histoire, tu déplaces le cinéma un peu hors des salles. Et on m'a dit aussi que tu avais fait des projets avec les enfants du Marais. Est-ce que tu peux me parler déjà qui sont les enfants du Marais? Bien sûr. Comment amener cette expérience avec les Indiens en France? C'est ça que je me suis dit quand je suis arrivée ici. J'ai entendu sur France 3 qu'ils cherchaient des bénévoles pour travailler à l'école nomade. L'école nomade, c'est un collectif qui fait des activités avec les enfants de réfugiés dans les squats de camps et agglomérations. Et du coup, j'ai dit peut-être qu'on peut proposer des projections de cinéma, et j'adore le mot nomade. Donc j'ai dit je vais proposer le ciné nomade. Et j'ai commencé à faire ça toute seule avec mes équipements en arrivant ici en 2017. Donc j'ai rencontré des enfants de toutes les nationalités, notamment ce collectif de l'école nomade qui vient de se former. Et on s'est entendu très bien ensemble. Et ils ont dit, même si ce n'est pas le français, parce que l'objectif c'est de faire apprendre le français aux enfants. Moi j'ai dit, moi aussi j'ai besoin d'apprendre le français. Donc on va faire ensemble, on va projeter que des films avec un peu ce côté didactique pour que les enfants ils pratiquent la langue, et moi aussi. Et du coup, je projetais tous les vendredis des films aux enfants de l'école nomade. Et ce sont des enfants de toutes les nationalités qui n'ont pas de papier, qui viennent en France pour trouver un espoir de vie. Et ensuite, quand nous avons ouvert le squat du Marais, qui c'était un lieu un peu magique, avec 250 personnes, voire plus, logées, et puis dans un bâtiment où il y avait de la place et puis beaucoup de potentiel culturel, avec le Café des Images et le réseau générique de la Ligue de l'enseignement de Normandie, nous avons créé des événements. Un jour, nous avons projeté un film indigène qui s'appelle Martírio, de Vincent Carelli, là-bas. Donc voilà, c'est comme ça que je fais un partenariat avec le Café des Images. Et après, le Café des Images donnait des places aux enfants pour qu'ils viennent voir des séances en salle. Je les amenais. Pour eux, c'était magique. Pour certains, c'était la première fois qu'ils venaient dans une vraie salle de cinéma. Du coup, ils ont pris cette habitude. Aujourd'hui, ils sont très demandeurs de venir au cinéma parce que le squat de Marais, c'était fini. C'était juste un temps donné, un rêve.
On se fait expulser, c'était très violent d'ailleurs. Donc les enfants se sont éparpillés un peu partout, mais de temps en temps, on se retrouve encore avec l'école nomade qui garde ce principe collectif et qui donne toujours des cours de français, mais un groupe beaucoup plus petit, on va dire. Et on a organisé des festivals et puis avec le WIP aussi, on a fait des partenariats avec toutes les institutions. Nous avons créé ensemble un projet qui s'appelle Ouvrir les futurs et un manifeste contre les expulsions, non seulement en Normandie, mais en toute la France, pour dire qu'on avait un peu marre de ce système qui efface, qui écarte les gens, qui exclut des gens, qui voilà, ils sont là pour avoir un lieu de vie, parce que leurs pays sont en guerre et je pense qu'ils ont les mêmes droits que tout le monde. On va devoir s'arrêter là parce qu'il y a une séance justement qui va commencer dans 5 minutes. Merci beaucoup Solange. Merci Héloïse. Vous venez d'écouter Cinéma sur écoute, le podcast qui donne à entendre les salles de cinéma en Europe. Cet épisode est le premier d'une longue série fabriquée à plusieurs. Nous vous parlons depuis nos salles, chaque salle de cinéma nourrissant ce flux à sa propre couleur. Cinéma sur écoute est lauréat de l'appel à projet Collaborate to Innovate 2021, mis en œuvre par Europa Cinéma et financé par Creative Europe Média, Union européenne. Une production Narasson.